Alors, quand on vient me voir, on commence toujours par me parler de la loi Allure, en me disant « Mais c'est super, la loi Allure, elle a sorti des trucs, maintenant l'habitat participatif, c'est facile. » Ouais. Sur le papier pour l'instant. Voilà, clairement, oui, ils ont créé des super trucs. La société d'attribution et d'autopromotion, c'est des beaux noms. Hein. La coopérative d'habitants, ça parle bien. Enfin, dans l'intitulé, ça parle. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas pour l'instant. On ne peut pas les utiliser parce que ce que je vous disais, c'est de la limite, c'est qu'ils demandent des garanties financières, comme pour les opérations immobilières de neuf. C'est-à-dire qu'on vous demande la même chose qu'un promoteur pro. Donc, ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas éligible à ces choses-là. En tant que particulier, vous n'arriverez pas à les avoir. Donc en fait, on ne peut pas les utiliser. Voilà. Donc il va falloir qu'ils revoient comme bien souvent quand ils font une nouvelle loi, hein, ils se confrontent au concret, puis après ils adaptent, et puis ça sera sans doute possible un jour, mais pour l'instant ça ne l'est pas. Donc comment qu'on fait? Eh ben, on prend l'existant, puis on le tord un peu, en fait. On le tord à vos idées. Alors avec plus ou moins de succès et les limites que ça comporte, hein, du coup. Alors, dans les structures existantes qui en elles-mêmes portent un peu cette idée d'habitat participatif, avant d'aller vraiment dans les classiques que pour le coup on tord et qui n'ont rien à voir avec l'habitat participatif, vous avez la SAS, la Société par action simplifiée coopérative, et la coopérative d'intérêt collectif qui est un peu la même chose. Donc là, par rapport aux critères que je vous ai énoncés tout à l'heure, c'est donc bien la structure qui est propriétaire du bien et pas vous. Donc il faut, dans sa tête, se dire, c'est pas important pour moi, parce qu'il y a des groupes qui arrivent, quand je leur dis, vous voulez être propriétaire de votre logement ou pas, et j'ai la moitié qui me dit oui, oui, et l'autre moitié qui me dit non, non. Alors, déjà, il faut s'adapter, mais si tout le monde est d'accord pour dire, moi, ça m'est égal de ne pas être propriétaire directement de mon logement, mais d'avoir des parts dans une structure qui, elle, est propriétaire du tout, ok, là, on peut y aller. Et donc les associés versent un loyer, du coup, à la société, et ce loyer, il est versé en compensation de l'occupation du logement, comme un locataire, donc ça c'est perdu entre guillemets, enfin c'est un fonds perdu, c'est votre droit d'occuper, et il y a une partie qui sert à rembourser, qui est versée en compte courant associé et qui sert à rembourser l'emprunt qui a été fait par la structure pour rénover ou pour acheter. Okay. Alors l'avantage c'est que c'est pas spéculatif puisque c'est la structure qui est propriétaire du bien et pas vous de votre logement. La responsabilité elle est limitée aux apports, c'est-à-dire que on ne va pas aller chercher votre responsabilité financière au-delà de la somme que vous avez mise dans la boîte. Donc ça c'est pas mal. Et comme c'est une SAS, on peut écrire pas mal de choses. La SAS c'est une forme de structure de société commerciale classique qu'on utilise pour une boîte. Moi je pourrais être en SAS aussi pour mon activité professionnelle. On peut écrire beaucoup de choses, le cadre est très 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 libre également, donc c'est sympa pour vos projets. On peut prévoir un agrément, donc l'agrément c'est contrôler les entrées, c'est-à-dire que y en a quelqu'un qui veut céder ses parts, on prévoit que le nouveau candidat doit être soumis à l'approbation de tous les autres, avec une majorité ou une unanimité pour l'entrée, peu importe. L'exclusion, c'est pareil, on peut la prévoir dans ces cas-là. Donc, c'est dans quelles conditions on se réserve à la majorité ou à l'unanimité de sortir quelqu'un. On peut mettre une activité économique si on veut, et donc on peut prévoir une personne, une voix, ce qui est pas mal. Alors, même si des fois on ne me demande pas une personne, une voix, on me demande un foyer, une voix. Pas toujours évident non plus d'ailleurs, ça. Parce qu'il faut que dans le foyer, que tout le monde soit d'accord. Parce que quand c'est un foyer, une personne, ça va, mais quand il y a un couple dans un foyer, c'est pas si évident que ça. L'inconvénient, c'est que de cette forme-là, c'est qu'il faut que l'emprunt soit fait par tout le monde. C'est plus compliqué à obtenir, et puis ça suppose aussi que vous êtes tous solidaires. Donc il faut des profils emprunteurs un peu équivalents. Ou pas équivalents, mais que ceux qui ont des profils emprunteurs qui plaisent plus aux banques acceptent de prendre le risque pour ceux qui ont des profils plus compliqués pour les banques, c'est-à-dire moins solvables. Donc il faut vraiment une bonne entente de groupe. Et donc la petite variante, c'est la SCIC, la coopérative d'intérêt collectif, qui peut être une SAS, mais aussi, donc comme la forme précédente, ou une société anonyme ou une société à responsabilité limitée. L'avantage, c'est que dans cette structure-là, on peut joindre quelqu'un d'autre que des particuliers. Un bailleur social, une collectivité, une entreprise. Donc ça vous permet d'avoir un appui financier, surtout pour ça qu'on va aller chercher, un appui financier différent. Et de pouvoir gérer des bénévoles. Voilà. Bon, c'est pas tellement une demande, ça, pour l'instant, que j'ai, mais c'est possible. Voilà. Alors après, on va partir dans des schémas beaucoup plus classiques, beaucoup plus éprouvés,
mais qui n'ont pas du tout été créés pour l'habitat participatif, qu'on s'entende, mais qui ne sont pas non plus inconcevables, enfin inconciliables. Donc dans la copropriété, vous le savez, chacun est propriétaire de son appart, de sa cave, de son parking, s'il y a, voilà. Simplement, on a des tantièmes, comme on dit nous, c'est-à-dire une quote-part des parties communes, qui est fonction de la taille, généralement, du logement, de son étage, etc., puisque c'est le géomètre, quand il divise l'immeuble, qui attribue plus de tantièmes aux appartements les plus grands, les plus petits. Quand il y a un ascenseur, celui qui est au 6e, il paye plus d'ascenseur, donc il a plus de tantièmes que celui qui est au rez-de-chaussée. Enfin, il y a plein de critères différents qui font qu'on attribue des tantièmes dans des proportions différentes au lot. Alors, l'avantage, c'est que c'est classique, donc la banque, elle n'est pas perdue. Pour le financement, c'est assez simple. Il n'y a pas de responsabilité financière, puisqu'en fait, il n'y a aucun lien juridique entre vous. Chacun est propriétaire de ses lots. Donc, vous ne vous engagez absolument pas pour les autres. Et on est en classique imposition sur le revenu. Donc, à la revente, j'ai mon exonération de plus-value de vente de résidence principale. Voilà. Les inconvénients, par contre, c'est que en copropriété, comme je vous l'ai dit, vous avez des tantièmes. Les tantièmes, ils sont variables selon la taille des logements. Donc, vous n'avez pas le même droit de vote. Voilà, puisque celui qui a plus de tantièmes, si il y en a un qui a un grand appart au 6e, il aura plus de voix que celui qui aura un studio au rez-de-chaussée. Et ça ne colle pas toujours avec votre philosophie sur le projet. Alors, il y a un biais à ça, qu'on a utilisé, c'est dans les astuces en dessous, mais ce n'est pas toujours possible, parce que ça dépend des besoins de chacun et de la structure du bâtiment, c'est en fin de compte de diviser le bien dans des lots qui sont à peu près équivalents. Et au final, en surface, ou alors dans le groupe que j'avais accompagné, ils avaient triché, même il y en a un qui avait un logement un peu plus petit, mais il était mieux exposé, ou il avait un petit jardin privatif plus grand. Donc ils avaient des petits facteurs de pondération comme ça entre eux qui faisaient que si y en a un, il avait une chambre en plus parce qu'il avait 3 enfants et pas 2, il n'avait pas le jardin, donc du coup en fait son logement il valait autant en tantième que celui qui avait que 2 chambres mais qui avait un petit jardin privatif. Ils avaient trouvé des ajustements entre eux. Donc comme on arrive à des tantièmes identiques, on arrive à des voies identiques. On tord, ce que je vous disais, c'est qu'on tord en fait un truc existant. Enfin, on le tord à peine là, on l'adapte en fait. Autre problème en copropriété, le principe c'est qu'on ne contrôle absolument pas les entrées et les sorties. On est libre de vendre son appart à qui on veut l'achète. Donc les autres, ils accueillent le nouveau à l'Assemblée Générale des copropriétaires, ils disent au revoir à celui qui s'en va. Au mieux quand ça se passe bien, il y a un petit pot et c'est tout. Mais ils n'ont pas leur mot à dire. Autre façon de tordre les choses, qu'on a fait aussi, c'est que dans le règlement de copropriété, on prévoit l'obligation d'adhérer à une association ou de souscrire à un règlement intérieur qui définit des règles et cette association, elle peut prévoir des règles d'entrée et de sortie. Donc en fin de compte, on ne peut acheter un appartement que si on signe le règlement de copropriété qui lui-même oblige à rentrer dans une asso où on a le droit de décider de qui rentre. Donc quand on remonte le fil, au final, indirectement on contrôle qui rentre. Bon, c'est un peu, là pour le coup on tord la copropriété, mais ça peut fonctionner. Parce que ça fonctionne pourquoi ? Parce qu'au final, quand vous vous retrouvez à vouloir partir, vous allez chercher un profil d'acquéreur où vous allez devoir expliquer le projet, parce que ça ne va pas intéresser tout le monde, de toute façon. Donc normalement celui qui est là, il est déjà sensible au sujet, donc ça passe en fait. Cette contrainte-là n'en est plus une. C'est juste après la contrainte du groupe de se retrouver dans le nouveau ou pas. Est-ce qu'il lui plaît ou pas ? Ça, vous le saurez que quand vous y serez. Voilà. Et le dernier inconvénient, c'est que la spéculation, elle est possible. C'est que comme chacun est propriétaire de son appartement, il ne faut pas être... ça, je l'ai vu dans des groupes aussi. Comment je vais dire ça ? Il ne faut pas qu'il y ait d'envieux ou de jaloux pour prendre des sentiments très basiques, mais sans forcément que ça aille jusque-là. Mais il ne faut pas dire, il a bien vendu, quoi. Il est parti, il a bien vendu. C'est pas le sujet. Faut pas que ça soit un sujet entre vous, ça. Faut accepter ça, puis selon le moment où on vend, la situation perso, enfin l'acquéreur, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Alors, un autre classique, la SCI, donc la Société Civile Immobilière. Alors, ses avantages, c'est pareil, c'est qu'elle est bien connue des banquiers, que les associés empruntent directement pour mettre dans la société ou que la société elle-même emprunte. La SCI, c'est quelque chose que les banquiers, ils appréhendent. Ça leur parle, donc normalement, ça se passe bien. Le régime fiscal, on peut le choisir. Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés, on a le choix.
Sauf qu'on fait, on fait de la location meublée, parce que j'ai déjà eu le cas aussi dans des groupes, où ils me disent on va faire un petit gîte meublé. C'est juste que de la location en meublé de courte durée de tourisme, c'est de l'activité commerciale. Et ça fait basculer votre société en activité commerciale, ce qu'elle n'a pas vocation à faire, puisque c'est une société civile. Et donc, c'est des Airbnb, hein. Et donc, elle passe en régime d'impôt sur les sociétés, parce qu'elle a des bénéfices commerciaux. Ça, il faut juste le savoir. Mais c'est vrai aussi juste quand on loue sa résidence secondaire qui est en SCI, indépendamment de l'habitat participatif. Hein. Les gens ne le savent pas, mais ils basculent aussi. Et donc là, vous perdez le bénéfice de l'exonération de vente de la résidence principale, en cas de plus-value. Donc, faire attention. L'avantage de la SCI, c'est que là, pour le coup, on met des clauses d'agrément, donc on choisit qui rentre, et on peut choisir de sortir les gens aussi si on veut. Les inconvénients, par contre, c'est que vous avez une responsabilité illimitée. Donc, on peut aller vous chercher vos sous à vous, même si c'est dans la proportion de vos apports, on peut quand même aller vous chercher pour des sous que les autres doivent et pas forcément vous. Voilà. Et le droit de vote, il est proportionnel aux parts. Voilà, donc s'il y en a un qui a plus de parts, parce qu'il a mis plus de sous au départ, il aura plus de droits de vote. Alors, c'est pareil, il y a des astuces pour corriger ça. Parce que quand on crée une société, comment on a plus de parts les parts sont attribuées en contrepartie de la somme que vous versez au capital quand on crée la société. Donc, souvent dans les groupes, c'est quand même rare d'avoir exactement la même possibilité de verser la même somme au départ. Donc, soit j'en ai un qui verse 50 et deux qui versent 100, et celui qui a 50, clairement, il aura moins de possibilités de décider que les autres, soit on corrige le truc en disant on prend la mise minimum, c'est-à-dire que les trois mettent 50, comme ça on est à égalité au capital, on est à égalité en droit de vote, donc on est bon. Et la différence de financement, parce que les deux qui voulaient mettre 100 000, on a quand même besoin de la différence pour acheter, et on ne va pas les mettre au capital contre départ, on va les mettre en compte courant d'associés. C'est ça le CCA dans mon PowerPoint. Le compte courant d'associés, c'est une somme que vous mettez à la disposition de la société comme un prêt, en fait. C'est de la trésorerie que vous lui mettez, mais qui n'est pas mis en contrepartie de parts sociales. C'est vraiment de la trésorerie en banque. Et donc, ça permet d'apporter la trésorerie suffisante sans pour autant, du coup, faire que vous ayez plus de droits que les autres. Voilà. Dans une SCI, on peut intégrer une association aussi comme associé majoritaire pour limiter la spéculation. Même si la spéculation, elle est un peu limitée en SCI, puisqu'on vend des parts sociales, on ne vend pas un bien immobilier. Donc quand on vend des parts sociales, elles valent toujours moins cher que le bien immobilier qu'elles représentent, puisque ce n'est pas de la détention directe. Et on peut aussi prévoir que la somme versée à la société est soit un loyer, soit une redevance en concours d'associés. Bon, voilà, c'est assez souple aussi là-dessus. Et on peut prévoir une personne, une voix quand on est en SCI coopérative. Donc la SCI, elle peut quand même être assez bien tordue aussi pour correspondre à ce que vous voulez. Il y a un des groupes que j'ai accompagné qui restait en SCI. Eux, ils voulaient être propriétaires ensemble, mais pas être propriétaires de leurs biens. Donc une SCI, SCI, ça leur allait bien. Et après, ils ont fait un espèce de... Ils n'ont même pas divisé, du coup, ils n'ont pas fait de copropriété, mais ils ont fait un règlement intérieur qui attribuait à chacun les logements et la gestion des espaces communs. Voilà, ça leur va comme ça. Après, c'est vraiment, d'un groupe à l'autre, c'est vraiment très variable. Le troisième solution classique, la troisième qu'on utilise, c'est la société civile immobilière d'attribution. Alors, ça a été énormément utilisé dans les années 50, 60, 70, peut-être même 80, pour lancer des programmes de construction immobilière. En fait, les gens, avant qu'on lance la construction de l'immeuble, ils achetaient les parts de la société qui allait construire l'immeuble. On construisait l'immeuble, les appartements, et quand tout était fini, on donnait les clés d'un appartement à quelqu'un en échange de ses parts sociales. Et donc, il devenait propriétaire de l'appartement et on annulait les parts à ce moment-là. Donc, en fait, dans l'idée, c'est pas mal parce qu'on souscrit des parts sociales qui correspondent à un logement défini. Donc, pour l'habitat participatif, c'est pas mal parce que vous êtes propriétaire de parts sociales, donc pas en direct, pas de spéculation, enfin moins. Et en même temps, il y a un lien direct entre votre groupe de parts et le logement qui va vous être attribué. C'est-à-dire que vous savez d'avance où vous allez atterrir. Tandis que dans mon groupe d'avant de SCI, vos parts sociales ne correspondent pas à une unité d'habitation précise. Là, par contre, il y a une correspondance entre les deux.
Donc on retrouve un peu la même logique. Mais donc du coup, on peut être propriétaire ou simplement locataire d'une certaine façon de son logement. Les inconvénients, c'est qu'il faut anticiper la division de l'immeuble. Le DDRCP, c'est l'état descriptif de division règlement de copropriété, c'est-à-dire qu'au moment où on crée la société, puisque je vous ai dit que le groupe de parts correspond à un appart précis, il faut l'avoir fait dès le départ. Donc il faut que vous ayez conçu la division matérielle du bien que vous allez acheter avant même d'avoir créé votre société. Et ça, c'est pas forcément évident. Ça veut dire qu'il faut que votre groupe il soit intégralement composé pour connaître les besoins de chacun en termes de chambre, de salle de bain, d'espace de vie même privatif. Voilà, il faut déjà savoir organiser le tout pour pouvoir dire on crée juridiquement notre groupe. Donc ça, c'est pas forcément hyper simple. Et le problème, c'est que s'il y a un associé qui demande à sortir de la SCIA, il demande à être attributaire de son appartement. Et donc, du coup, lui, il va être en copropriété avec la SCIA. Lui sera propriétaire de son logement, en copropriété avec la société. Donc, les autres seront toujours tous ensemble dans une structure, et lui, il sera seul propriétaire de son appartement. Tout ça dans une copropriété classique, comme celle dont je vous ai parlé avant. Donc, bon. Mais il y a un des deux groupes que j'ai accompagné qui est sur cette formule-là, où on a blindé les statuts de la SCIA en disant qu'il y avait un esprit de départ, d'habitat participatif, en interdisant, parce qu'on avait le droit de le faire, à tous les membres, parce qu'ils sont fondateurs, de demander à sortir pendant 5 ans, parce qu'on ne peut pas demander aux gens de renoncer à un droit à vitam aeternam. Ça n'existe pas en droit français, c'est abusif, mais on peut, comme c'est les fondateurs, ça s'entend de pouvoir limiter ce droit-là pendant quelques années. Mais au-delà de 5 ans, c'est pareil, c'est plus possible. Vous ne pouvez pas demander aux gens, je ne sais pas vous, mais moi je ne sais pas où je serai forcément dans un an, je ne sais pas quelle sera ma situation dans un an, dans 2 ans encore moins, dans 5 ans je ne sais pas, dans 10 ans, alors là, vous dire si je serai encore notaire, je ne sais même pas. Donc, non mais, faut reconnaître que là-dessus, on a quand même aussi tous beaucoup changé, je pense. Donc c'est encore plus compliqué de limiter les projets de chacun dans le temps. Et il y a une petite variante sur la SCIA qui est la S3C, donc Société civile de construction, où l'inconvénient c'est qu'on ne peut pas être attributaire en jouissance, c'est-à-dire qu'on devient forcément propriétaire de son lot, donc ça ne correspond pas forcément à ce que vous voulez, mais on peut être à l'impôt sur les sociétés, on peut intégrer un opérateur immobilier, toujours pareil, l'opérateur on va le chercher pour les sous, donc pourquoi pas. Et une personne égale une voix, c'est possible aussi. Voilà. Et l'avantage de la S3C, c'est que la division matérielle du bien, donc le fameux règlement de copropriété, état descriptif de division, il peut attendre un petit peu. On peut faire la S3C d'abord et diviser après. Mais c'est quand on construit là, donc c'est pas une rénovation. Voilà, c'est un peu différent. Et les 2 dernières alternatives, je vous en parle parce qu'on vous en parle aussi. Mais pour moi, elles ne sont pas du tout adaptées, clairement, pour le coup, parce qu'on ne peut pas les tordre et tant que ça, et en fait, pour moi, ça ne répond pas à vos besoins, aux critères qu'on a vus au départ. L'association, oui, en support, à intégrer une copropriété pour gérer les entrées et les sorties, mais se limiter à une association, pour moi, ça ne fonctionne pas. C'est rare parce que de toute façon, c'est pas finançable. Donc, le principal problème, il est là. Alors, il faut bien définir son objet, donc la gestion d'un bien immobilier, d'une activité économique, si vous le souhaitez, ça, c'est pas un souci. Mais une association, elle ne peut pas avoir de but lucratif. Donc, si vous voulez mettre une activité économique, en fin de compte, c'est pas adapté du tout. Mais il n'y a pas de spéculation possible. C'est sûr que vous êtes adhérent d'une association qui est propriétaire. Mais c'est pour ça que sur le financement, c'est bancal. Une association, pour moi, ça fonctionnerait si tout le monde avait le cash pour acheter, en fait. À la limite. Mais quand vous revendrez, vous allez être limité. Même si vous, le groupe de départ, c'est possible. Dans le temps, ça me paraît un peu compliqué. Voilà. Par contre, vous pouvez contrôler les entrées et les sorties. Et il n'y a pas de responsabilité financière, puisqu'une association, vous êtes membre, donc c'est tout, il n'y a pas d'engagement financier. Et l'ASL, l'ASL, c'est l'association syndicale libre. Ça se rencontre dans les lotissements, ça.
c'est l'association qui gère les espaces verts, les voiries quand elles n'ont pas été rétrocédées à la ville. Et généralement, elles meurent parce que quand on rétrocède les voiries à la ville, généralement, on entretient les espaces verts et puis on n'a plus d'ASL. Donc, ce n'est pas des structures qui se perpétuent tant dans le temps. Et du coup, ne serait-ce que pour ça, pour moi, elle n'est pas vraiment adaptée à vos projets où justement, l'idée, c'est de faire naître une communauté de vie qui a vocation à se perpétuer au-delà même de votre propre départ à vous. Donc, bon, voilà. Financement individuel possible, il n'y a pas de responsabilité financière non plus. Le droit de vote, on l'organise comme on veut. On a l'impôt sur le revenu, mais chacun est propriétaire de son lot, donc on se retrouve avec les problématiques de spéculation. Vous ne pouvez pas empêcher les uns et les autres de vendre au prix auquel ils veulent, et donc de faire monter votre prix aussi. Et s'il y en a un qui vend le double du voisin, bah, ça va créer des tensions, inévitablement. Et on ne peut pas contrôler les entrées et les sorties.